Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues. Cette Assemblée tient le destin des prochaines générations entre ses mains et il est essentiel de se le rappeler. Les discussions que nous avons aujourd'hui auront un impact sur notre avenir et celui de nos enfants. Et ce n'est pas qu'un sujet technologique ou budgétaire. C'est un sujet de justice sociale et de transition écologique. N'en déplaise à celles et ceux qui profitent de l'instabilité politique du moment pour brouiller les pistes de leur prise de position passée. Nous devons ici être surmontés par le devoir de responsabilité. Au-delà de l'enjeu immédiat de la programmation pluriannuelle de l'énergie, et j'y reviendrai, j'aimerais rappeler quelques éléments de contexte. D'abord, dire que le secteur de l'énergie est le bon élève de la transition écologique. Avec 95% de sa production d'électricité décarbonée en France, nous pouvons être fiers. Nous exhortons même notre modèle force de respect à nos voisins. Pourtant, la décarbonation de nos systèmes énergétiques n'est pas aussi rapide que nous le voudrions. Merci. L'électrification patine et le mur énergétique dont nous parlions en 2022 est encore loin d'être franchi. Notre dépendance aux énergies fossiles importées demeure bien trop importante. Elle pèse sur notre dette écologique et sur notre balance commerciale. Carburants et gaz de toute nature créent une allégeance de la France aux pays pétroliers et gaziers dans des secteurs majeurs tels que le transport, le logement, l'industrie et l'agriculture. Et oui, rappelons-le nous, l'énergie n'est pas qu'un outil au service des industriels, c'est un bien commun de la nation qui nous chauffe, qui nous déplace, qui nous éclaire. Soyons lucides sur les années d'errance qui ont étouffé la politique énergétique de la France. Elles nous laissent aujourd'hui face à un mur. Tous, nous avons notre part de responsabilité, mais tous, nous devons savoir nous mobiliser et nous unir autour d'une stratégie commune. C'est à Belfort, en 2022, que le président de la République a défini ces 4 piliers qui ont guidé les nombreux travaux sur la stratégie énergie. Je vous les rappelle, les énergies renouvelables et le nucléaire, la sobriété et l'efficacité. Et depuis, les gouvernements successifs se sont attachés à respecter ces piliers sans discontinuité. Des acteurs engagés et volontaires de tous horizons politiques, de tous secteurs, ont travaillé sur le diagnostic de ces piliers au travers des groupes de travail constitués par Agnès Pannier-Runacher. J'avais alors eu l'honneur d'en piloter un. En tant que députée, c'était la sobriété. Et je reste admirative de la manière dont tous les participants avaient réussi à produire de précieuses analyses avec passion et sans considération partisane. Ces travaux nous ont permis de faire face aux différentes crises en cascade touchant tous les secteurs, de la guerre en Ukraine au déficit de production. Ils sont porteurs d'enseignements et d'espoir quant à la faculté qu'a notre pays de faire face à ces enjeux avec unité et efficacité. Ils ont permis l'émergence de solutions comme la sobriété qui ont depuis largement fait preuve de leur efficacité. La réussite de notre politique énergétique dépend donc de notre capacité à nous rassembler et à ne pas opposer les énergies entre elles. Au cours de mon passage au ministère de l'Énergie, j'ai mis un point d'honneur à relancer le processus de concertation. J'ai pu à nouveau constater l'implication sans faille des fédérations, des associations, des institutions et bien sûr de la Direction générale de l'énergie et du climat pour contribuer à un document nourri qu'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Je tiens ici à les saluer. Cette PPE se veut équilibrée dans son mix de production et de consommation. Elle assure la sécurité d'approvisionnement et les moyens de distribution. Les dernières contributions doivent être prises en compte pour avoir des trajectoires réalistes et au plus juste. Mais je ne doute pas que nous, parlementaires, mais aussi les spécialistes, les experts, avec les scientifiques, nous trouverons à nous entendre dans les meilleurs délais en ayant en tête et les coûts et les investissements à venir. Je ne doute pas non plus que chacun aura à cœur de travailler sans sectarisme, mais dans une volonté de cohérence et de complémentarité. Ces 2 principes nous avaient rassemblés jusqu'ici. Les acteurs du secteur l'ont déjà bien compris, ce sont leurs efforts cumulés qui feront notre réussite et non un climat de méfiance réciproque. Le nucléaire a besoin des énergies renouvelables, les énergies renouvelables ont besoin du nucléaire. Au sein même de ces filières, la diversité des sources de production, des technologies est un puissant remède pour produire mieux. Pour laisser place à l'innovation et sortir de la dépendance énergétique, nous devons respecter le principe de neutralité technologique. Je dis bien produire mieux, car la sobriété subie ou choisie ne peut être le seul moyen pour les Français de faire des économies sur leur facture d'énergie.
Une meilleure maîtrise de la production et de la consommation des systèmes énergétiques doit faire baisser la facture des Français et de nos entreprises. En matière d'énergie, si nous sommes sur une politique de l'offre, il faut que l'offre soit bon marché. Le marché, justement, couplé à une fiscalité ajustée, nous a permis de voir une baisse de 15% de la facture d'électricité pour 80% des Français en février dernier. Encore une fois, c'est un savant équilibre qu'il nous faut trouver entre liberté économique et régulation par la fiscalité. Puisque cette dernière nous appartient, je propose ici d'inscrire un principe fondamental pour aider à la décarbonation. La fiscalité appliquée aux énergies bas carbone doit être bien plus avantageuse que celle appliquée aux énergies fossiles. Et il n'y a pas que l'électricité. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez très justement souligné, la chaleur renouvelable est encore trop sous-exploitée. Je ne peux m'empêcher de vous citer les nombreux projets locaux que j'ai dans mon département de l'Ain. À Ferney-Voltaire avec la récupération de chaleur du Cerne, ou encore Val-Serône, dont le futur réseau de chaleur s'alimentera à l'incinérateur de déchets, ou bien encore à Belay, qui a fait le choix depuis bien longtemps de sa centrale biomasse. Car les paysages de l'énergie se dessinent dans les territoires par l'engagement des élus locaux. Et ils ont été au rendez-vous, avec plus de 10 000 communes qui ont répondu à l'initiative des zones d'accélération des énergies renouvelables. Au rendez-vous encore lorsqu'il a fallu préparer l'implantation des nouveaux réacteurs EPR2, dans mon département notamment. L'État et ses fleurons, comme EDF, devront aussi être au rendez-vous de ces projets en maîtrisant et les coûts et les délais. Avec tout cela, nous ne devrons pas oublier d'accompagner nos concitoyens dans la transition, particulièrement sur les questions cruciales de décarbonation des usages. Il y a urgence en la matière. La voiture seule représente 18% de nos émissions. Les voitures électriques sont encore trop chères et les aides à l'acquisition d'un véhicule électrique ne suffisent plus pour les familles les plus modestes. Les premiers prix sont à peine en dessous de 20 000 € et ne répondent qu'à ceux qui se tournent habituellement vers le neuf. Nous devons donc développer le parc de seconde main au plus vite. Pour cela, nous devons pouvoir compter sur l'accélération de l'électrification des flottes d'entreprises. Elles sont la principale source d'alimentation du marché de l'occasion. À ces efforts de renouvellement du parc doivent bien sûr se poser les questions sur le maillage en borne de recharge. Et si celui-ci est bien renforcé, il faut aussi maintenant travailler davantage à l'implantation des bornes domestiques. Il y a la transition des usages, mais il y a aussi les nouveaux usages. Et je tiens à rappeler le besoin en souveraineté numérique sur les data centers et l'IA qui pourront compter sur le nucléaire en termes d'approvisionnement d'énergie. Vous l'aurez compris, la politique énergétique de la France est un sujet complexe. Il ne supporte pas le flottement. Il nous fallait donc agir sans tarder. Et j'ai bien conscience qu'une PPE signée par décret dans un contexte politique aussi instable peut paraître bien fragile pour les acteurs des filières. J'aurais espéré que les conditions politiques plus stables pour ce projet de PPE. Néanmoins, il est le fruit d'intenses et de larges concertations. Et d'ailleurs, nous avons trop d'ENR pour la droite de cet hémicycle et nous avons trop de nucléaire pour la gauche de cet hémicycle. Peut-être que la PPE est équilibrée. Cette PPE s'appuie sur le déploiement des énergies renouvelables pour une disponibilité à court terme et le nouveau nucléaire à moyen terme. Les premiers réacteurs EPR2 sont prévus pour 2038. Ils doivent prendre la relève de notre parc vieillissant. Il s'agit donc encore et toujours de la recherche de ce précieux équilibre entre énergie renouvelable et nucléaire. Il fera la réussite de la France, une réussite qui doit naturellement s'intégrer en Europe, sans toutefois que ces interconnexions et que la loi du marché ne nous limite dans nos objectifs de régulation. Le monde est en crise, les deux plus grandes puissances se mènent une guerre commerciale dont nous serons les premières victimes si nous ne parvenons pas à sortir au plus vite de la dépendance, et particulièrement de la dépendance énergétique. Je ne cesserai de le répéter, cela demande de l'unité, cela demande de la cohérence. La cohérence veut que la fiscalité de notre énergie décarbonée soit plus avantageuse que celle des énergies fossiles importées. Et l'unité demande que nous dépassions les petites querelles politiques quand l'enjeu engage l'avenir de la nation. De quoi avons-nous l'air aux yeux des Français alors qu'ils attendent que nous agissions ? De quoi avons-nous l'air aux yeux des filières industrielles alors qu'elles nous demandent de sortir des annonces de stop and go ? Soyez certains que l'histoire nous jugera sur notre conduite de la politique énergétique. La France doit rester une grande nation de l'énergie et de toutes les énergies. Face à l'emballement de ce nouveau monde, la France et l'Europe doivent savoir montrer la voie de la sagesse et de l'avenir en matière de politique énergétique, mais aussi comme pour le reste. Je vous remercie. Merci Madame la députée.